ce moment que j'adore, moi, et qui est, je trouve, le moment le plus dur pour le compositeur, c'est le moment où il faut qu'il me ramène une mélodie, quoi. Donc je dis, ok, Amine, vas-y, maintenant, ramène-moi la nouvelle mélodie qui remplace In the Mood for Love. Elie et Cisterne et moi, on a rencontré Amine grâce à Pascal Meyer de Noodles, qui s'occupait toute la supervision musicale de la série. Et voilà, c'est lui qui nous a parlé d'Amine. Et on a parlé du projet, du scénario. Et puis voilà, on se connaissait pas, on n'avait jamais bossé ensemble. Nous, on avait écouté des choses qu'il avait faites. Et puis ça a collé. Et après, ça a été une expérience géniale. Ça a été un très long travail. Pour moi, c'était évident parce que la rencontre, elle a été tellement forte, tellement géniale avec Amine que franchement, j'avais aucun intérêt à envisager quelqu'un d'autre, tout simplement. En 2 ans, je dirais, avec Amine, on s'est vraiment vu énormément. Le temps d'aimer a été le prolongement, quelque part, de notre travail sur la série. Le besoin de musique rentre dès l'écriture. C'est-à-dire que quand j'arrive à la version aboutie du scénario, j'ai l'intuition des moments où le film a besoin de musique. En l'occurrence là, Le temps d'aimer, c'est une saga, c'est une fresque sur plusieurs époques avec des ellipses très franches, et la musique a déjà une fonction importante qui est vraiment liée au passage du temps. Donc dès l'écriture, je sais quels vont être les ponts elliptiques qui vont nécessiter de la musique. Et après, il y a aussi l'intuition des moments de respiration. Ce qui est particulier à l'écriture cinématographique, même par rapport à l'écriture sérielle, justement, c'est qu'il y a cette possibilité dans le cinéma plus grande parfois d'écrire de créer des espaces qui sont non narratifs, non fonctionnels, et où la musique, tout d'un coup, devient personnage, quoi. Donc ça, on en a l'intuition en général dès l'écriture. J'utilise des musiques de référence parce que c'est ce qui va me permettre de trouver l'écriture du film. Le montage, c'est la réécriture, la deuxième écriture du film. On essaye plein de choses et on commence à trouver les musiques de référence qui permettent au film de fonctionner. Quand je monte le film à Amine, la première question que je pose, c'est est-ce que tu as envie d'écouter mes musiques de référence ou est-ce que t'as pas envie de les écouter? Parce que c'est complexe pour un compositeur de devoir passer après. Alors, en plus, je vais entre guillemets confier un truc difficile, c'est que j'ai posé des musiques qui étaient vraiment des hits, quoi, des blockbusters de musique de film. Donc il faut passer après, et j'ai été impressionnée par le côté courageux, parce que j'ai déjà travaillé avec d'autres compositeurs, c'est pas forcément évident d'avoir envie d'entendre, parce qu'on a trop peur d'être influencé, je pense, ou de pas gérer ça. Et alors toi, t'étais très zen par rapport à ça. Au contraire, je veux savoir de quoi t'es parti, et pour pouvoir mieux l'oublier, proposer autre chose. C'était pas du tout flippant pour toi, en fait. Comment dire, c'était une manière de communiquer tes désirs, et puis surtout parce que la musique, c'est le temps de la subjectivité, et ce que on peut penser, enfin ce que je peux moi trouver comme musique triste, toi tu peux le sentir comme une musique joyeuse, etc. Donc le fait de poser ces musiques-là me permettait d'interpréter tes envies. C'était une manière de me dire c'est tel rythme, c'est telle atmosphère, c'est telle impulsion, c'est telle émotion. Et après, l'intelligence était tellement les musiques de référence, c'était tellement des musiques emblématiques que en fait, on n'avait pas d'autre choix que de s'en débarrasser. Comme c'est un film c'est un film qui est basé beaucoup sur la dualité. On a 2 personnages, 2 regards sur la sexualité, puis il y a aussi quelque part deux lieux. Enfin, il y a Paris, et puis il y a Châteauroux, et la dualité s'est posée, la dualité dans la musique aussi s'est posée très tôt. Et le fait d'avoir aussi utilisé 2 thèmes très différents,
en fait, le concept de la musique était déjà donné, le la de la musique, enfin le diapason était là, donc il y avait l'idée d'avoir un thème d'amour pour accompagner ce couple. Tout à fait, et puis il y avait le thème du secret, le thème de la culpabilité, de la honte, la sexualité coupable qu'il fallait développer. Le risque d'utiliser des musiques de référence, c'est qu'on peut s'y habituer. On s'y habitue, parce qu'on bosse avec pendant des mois, et forcément à un moment on se dit on n'arrivera jamais à trouver mieux, ce qui est complètement faux. Oui. Mais moi j'aime bien ce vertige, cette angoisse de se dire, là en l'occurrence on peut le dire parce que je pense que c'est intéressant de partir de là. Sur ce thème de l'amour, j'avais placé la musique d'In the Mood for Love. Donc autant dire un énorme hit, hyper romantique et tout. Et en fait ce qui était hyper intéressant, c'est qu'Amine, il m'a aidé à comprendre en fait pourquoi c'était cette musique ma référence et qu'est-ce qui était intéressant dans cette musique à garder et en même temps, au contraire, à virer. Et en fait, moi, j'avais cette obsession de trouver un score qui soit à la frontière entre classicisme et modernité, parce que c'était tout l'enjeu du film. C'est un mélo, enfin ça s'inspire du genre du mélo, mais c'est un mélo moderne qui va vers la résilience, c'est un personnage de femme qui s'émancipe, c'est des thématiques hyper actuelles sur la bisexualité, l'homosexualité, la parentalité, l'identité, le genre et tout. Et donc il fallait que la musique n'enferme pas le film dans une forme de classicisme, mais elle pouvait pas non plus arriver avec un score électro complètement décalé, parce que ça aurait été très artificiel. Donc il fallait se placer sur cette crête-là, qui est un défi complexe. Et il y a un truc dans la structure d'In the Mood for Love qui sans doute te plaît et qu'on peut garder, c'est la dimension ternaire. C'est-à-dire que c'est un rythme de valse, ça danse en fait. Et là-dedans, dans cette structure-là, il y a l'idée d'une histoire d'amour qui ne s'arrête jamais, qui continue, du temps qui passe, des épreuves qu'on dépasse. Et voilà, et c'est un couple qui dansera ensemble toute sa vie. Il y avait une envie de thème, une envie de motif. Enfin, l'idée de l'instrument a été aussi très importante, parce que il fallait garder l'idée de la couleur, comment on allait colorer ce dessin. Mais oui, il fallait composer un thème au piano d'une manière très simple, même très peu d'harmonie. Et je me rappelle avoir composé 3 ou 4 propositions. Ouais, en fait, tu m'as fait 5 propositions. Et évidemment, en fait, la mélodie du film, elle était déjà là. Mais en général, tu commences par vouloir tout rejeter. C'est même une sorte de principe, parce que ça fait toujours peur de trouver les solutions trop vite. Tu te dis qu'après que t'as pas assez travaillé, que t'as pas assez poussé. Donc je lui ai demandé de me proposer d'autres choses. J'avais beaucoup travaillé pour trouver oui, ça. Voilà, mais moi forcément, je savais pas forcément. Quand tu m'amènes que 5 choix, du coup je me dis bon. Et en fait, le choix était dans les 5. Et j'ai peut-être mis quelques semaines à le comprendre et à y revenir. Et en fait, alors ça, c'est un moment très agréable, c'est qu'en fait, moi, j'étais dans une logique de trouver un hit. Et donc, un hit, c'est quoi ? C'est une mélodie hyper simple, en fait, que tu gardes en tête. C'est-à-dire que si tu l'as écoutée, tout simplement, t'es capable, même si t'es pas musicien ou quoi, de la chanter. Tellement content que tu me demandes d'écrire une mélodie, et au même temps je me disais, mais comment écrire une mélodie qui pourrait justement être déployée et qui pourrait aussi être utilisée comme un motif des fois, et pas forcément dans sa totalité comme une sorte de réminiscence. Et je cherchais une espèce d'universalité dans le thème, mais il faut que tu nous le joues. Ouais. Et en même temps, je voulais pas que ce soit cucu. C'est-à-dire que c'est hyper difficile de dire on va
on va illustrer une histoire d'amour, il faut un grand thème d'amour. Et en même temps, si j'ai l'impression que je l'ai déjà entendu 1000 fois, c'est mort. Il faut qu'il soit original, il faut qu'il soit voilà, évident et qu'il accompagne la singularité du film. Ça va être l'identité du film. Enfin, quand vous voulez une orchestration assez minimaliste, assez chambriste, assez réduite. Et c'est en fait le thème, c'est une valse. Thème à miroir et qui pouvait être très comment dire, identifié, très à l'oreille, qui pouvait rester à l'oreille et en même temps qui est romantique, qui est un peu mélancolique et qui est pas et qui raconte ce truc de ce couple qui est un couple qui est pas, c'est pas une histoire d'amour classique, c'est pas un coup de foudre, c'est autre chose en fait, c'est des partenaires de vie, c'est des personnes qui se rencontrent sur quelque chose de très mystérieux qui a à voir avec ce qu'ils cachent tous les deux. Et en même temps, il y a une vraie pulsion de vie dans cette rencontre qui va leur permettre à tous les deux de se sauver de quelque chose. Et voilà, je trouvais, après c'est abstrait, hein, c'est compliqué, mais j'avais l'intuition que tout était là-dedans et que c'était voilà, que c'était la bonne quoi. Et on va le retrouver ce thème en fait à chaque fois qu'il dépasse un obstacle de couple et qui se réconcilie entre guillemets, qui traverse une épreuve et qui la dépasse. Contrairement au thème d'amour qu'il fallait vraiment, enfin on a passé, ce thème-là a été très 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 vite trouvé, c'est que, enfin au début d'ailleurs au piano il fait c'est la trompette qui le joue. Il y a un côté Satie d'ailleurs dans... Ouais, il y a Satie, il y a Steve Reich, il y a ce côté, alors notre point de départ, parce que notre musique de référence c'était Miles Davis sur Ascenseur pour l'échafaud, en fait ça répondait pour moi à cette question classicisme-modernité, c'est-à-dire qu'en allant vers le jazz de cette époque-là, le jazz répondait en fait à ça, c'est-à-dire qu'il y a cette universalité dans le jazz qui fait que tu n'es pas figé dans l'époque, et en plus Miles Davis se met à nu devant un film qu'il découvre. Il joue en live, donc en fait c'est complètement relié à sa perception émotionnelle de ce qu'il est en train de découvrir. Et c'est la trompette, et dans la trompette il y a ce rapport au souffle, il y a un truc qui est très très organique, très physique. Et du coup, très vite je me suis dit, la trompette me semble être le cri du film. Donc le cri de ces femmes, et ce qui va renvoyer nos personnages à ce qui est le plus douloureux en eux, et en même temps le plus désirant. C'est-à-dire qu'ils ont une sexualité coupable, tous les deux, pour différentes raisons. Et donc, sexualité, enfin, culpabilité et désir sont mêlés pour eux. Donc ça permettait de prendre en charge musicalement le côté secret, la partie tourmentée aussi des personnages, enfin l'intérieur
cette sexualité cachée, coupable. Et ça, c'est vrai que tu l'as trouvé très vite. Et je lui ai demandé à Mine, comme Miles Davis, en fait, de se mettre devant ces images et de voir ce qu'il ressentait et de se laisser aller, de se lâcher. Et en fait, il a trouvé ça très très vite. Le côté guitare, c'est le côté rock de Catel. Catel est plus rock, elle adore le rock. Il fallait absolument mettre une guitare pour aussi incarner quelque part une modernité, parce que Catel au début elle parlait de cette crête entre le classicisme et le modernisme, et mettre une guitare électrique sur une valse qui est censée être jouée par un quatuor à cordes, une flûte, c'était aussi une manière de moderniser le score. Mais les flûtes elles étaient déjà présentes depuis le début du film. D'ailleurs, on commence le film avec 10 flûtes qui jouent une sorte de rythmique pour exprimer la joie de la libération, cette énergie. Et petit à petit, les 10 flûtes commencent à devenir 9, 8, 6, 5 et puis une seule. Et cette dernière flûte va donner naissance à un silence, pour que la trompette prenne le relais sur ces images saisissantes d'archives de femmes tendues, sans spoiler le film. Et moi, la première fois que j'ai vu ces images, on a rarement vu ces images, peut-être jamais d'ailleurs. J'étais troublé, et je me suis directement posé la question, mais quelle musique pourrait prendre en charge, pourrait marcher avec cette scène-là, enfin ces scènes-là, sans écraser ces visages. L'ouverture d'un film, c'est un moment sacré, c'est un moment extrêmement important, c'est comme une ouverture d'opéra, c'est là où on pose un peu le vocabulaire musical, où le spectateur est vierge de toute... il va se laisser aller, c'est une invitation. Il faut vraiment y mettre un soin particulier à choisir les bonnes couleurs, et et surtout le bon temps de la musique. C'était important pour Catel que les deux débuts, les deux thèmes, la première fois qu'on les entende, ça puisse être une évidence, quoi. Une évidence. Et c'est vrai qu'à Châteauroux, après, la guitare arrive, et ça, c'était aussi parce qu'en fait, c'est le même thème qu'on retravaille, mais qu'on réorchestre complètement, et ça va être leur âge d'or en tant que couple, ça va être la partie rock'n'roll de leur vie.
Ouais, c'est un des morceaux sur lesquels on a le plus bossé, on s'est le plus pris la tête. Et en fait, on avait notre thème, hein, qui est toujours le même. Hein. La question, c'est comment on allait le décliner et comment on allait raconter ce que raconte la séquence. C'est une séquence qui raconte, en fait, comment on est tous des monstres, quoi. On est tous un peu freaks. La sexualité, c'est quelque chose de complexe, de mystérieux qu'on choisit pas. On a tous une part d'ombre, on a tous un peu des masques, on se cache. Et en même temps, c'est entraînant, en même temps, c'est la vie. Il faut traverser ça. Donc, il y a ce thème de valse qui continue. Et Amine, il dit souvent ça quand on construit un morceau. On choisit la couleur, on choisit l'instrument, et il dit bon, quel copain on invite à la fête? Les copains, c'est les instruments. Donc, c'est qui les copains? Est-ce qu'ils sont bizarres? Comment ils sont habillés? Dès que la question de la sexualité coupable, de ce désir mélangé à la peur revient, c'est la trompette qui revient, c'est ce thème premier. Et c'était, oui, il fallait en fait créer, parce que c'est une scène assez longue, on s'en rend pas compte quand on la voit, parce qu'elle est tellement bien tournée. Ce thème-là devait accompagner Vincent Lacoste dans toute cette déambulation et arriver à la fin avec un cri aussi un peu étouffé, un cri de jouissance étouffée comme cette jouissance un peu coupable. Et la trompette, encore une fois, incarne ça. Et il y avait deux trompettes justement, en fait. Il y avait une trompette bouchée, une trompette normale qui jouait la même chose, qui se répondait. Qui se répondent en fait. C'est un dialogue amoureux en fait entre les deux garçons et entre les deux trompettes. Le score est jamais terminé, hein. C'est les plannings qui terminent le score, hein. C'est pas l'inverse. Et longtemps après, on remonte son film dans sa tête, comme je pense on retravaille son score dans sa tête. C'est éternel. Moi, c'est de l'orfèvrerie. On passe des couches et des couches et des couches et on souffle et on remet un peu plus de rondeur et un peu plus. Non, au final, la rondeur ne marche pas. Mais depuis le début, que ça soit écrire un score sur un script, sur un scénario, ou arriver sur un montage, c'est un travail continu, je pense. Ouais. En tout cas, l'aboutissement vraiment absolu, il est dans la salle de mixage avec le mixeur en fait. Pour moi, c'est hyper important qu'Amine soit là au mixage quand il y a ses musiques. Parce que je voulais à la fois qu'ils les retrouvent, mais qu'ils comprennent aussi ce qu'on en faisait. Parce que parfois, les choses se déplacent quand même quand on arrive avec toutes les couches de son, les dialogues, etc. On peut se rendre compte qu'en fait, une musique qu'on avait prévu de mettre très en avant ne peut pas. Enfin, il y a encore des choix ultimes très importants à faire. Et donc, pour moi, c'est essentiel que le compositeur, il y participe et qu'il les comprenne. Et on était très en fusion là-dessus. La musique se termine quand la musique devient l'image, en fait. Je pense que un musicien, c'est quelque part comme un acteur. Il va épouser un personnage, il va s'insérer dans un rôle, et puis ça va être obsessionnel. En tout cas, personnellement, quand je sors ça s'arrête jamais. Quand je sors du studio, alors quand j'arrive au studio, je mets mon ego de côté sur le palier et je rentre parce que je me dis que je suis au service d'un metteur en scène, je suis au service d'une œuvre suprême qui est le film, qui va. Et puis quand je sors de mon studio, il y a cette musique qui continue à monter, ce personnage et aussi tout l'univers et surtout l'idée, la conception de la musique.